Trop fort. Ça va faire bien. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Je tenais à remercier la chauffeuse de salle, Anne. J'entends pas ce que veut me dire Gilbert. Et Gilbert a aussi à chauffer la salle, c'est ça? Pas que. Ah, Gilbert veut qu'on remette et qu'on danse et qu'on chante à nouveau. Alors je vous propose qu'on puisse la remettre à la fin. Je vous annonce que l'édition de la prochaine Assemblée Générale sera animée par Anne Cousin. Merci Anne. Allez, on va prendre un petit temps pour vous restituer les travaux des 3 commissions mixtes. Donc il y a Bruno qui m'a demandé de restituer les travaux de la commission Prendre Soin. Y a-t-il des membres de la commission Prendre Soin dans la salle? Je passe une annonce. J'en vois quelques-uns. Levez la main. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais vous inviter à... Oui, Brigitte? Tu veux dénoncer quelqu'un? Je t'écoute. Donne son nom. Thierry Avener.
On se lève. Allez, je vais inviter les membres de la commission Prendre Soin à se joindre à moi et de me filer un petit coup de main, parce que je veux bien restituer les travaux, mais je ne suis pas sûr que ça sonne bien si c'est moi qui le fais. Allez, on y va ? Alors... Après Thierry, je vous propose de citer Frédéric. Fred. Il y a les travaux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire, et puis après, on aura nos spécialistes de la commission Prendre Soin qui vont commenter les travaux. Depuis sa création en 2012, la commission s'est efforcée d'enrichir la réflexion de l'association. Elle alimente alors la réflexion prospective de l'ADAPT sur le prendre soin et impulse des débats internes sur cette thématique. Elle apporte un éclairage sur les pratiques des professionnels de l'ADAPT quant au parcours de soins et d'accompagnement. Elle produit des notes d'orientation, des notes de cadrage pour les groupes de travail qu'elle constitue, des documents de référence pour le réseau. Vous le savez, elle organise donc des colloques nationaux, notamment les journées Prendre Soin, et elle accompagne également la mise en œuvre du projet associatif. Applaudissements pour cette lecture. Elle est où, ma chauffeuse de son ? Alors, la notion de prendre soin est à la fois une position éthique et un processus qui se décline en 3 étapes. C'est bon, là, ça va ? Alors, première étape, écouter et entendre la personne. Deuxième étape, co-construire avec elle. Et troisième, optimiser le service rendu. La commission a mis en place 4 groupes de travail thématiques associant 40 personnes, que sont les personnes accompagnées, les professionnels et les administrateurs. Donc, ces 4 groupes sont projet personnalisé et prise de risque, empowerment, émulation entre pairs et éducation et accompagnement à la santé, continuité et sécurisation des parcours. Un petit commentaire au niveau des groupes de travail ou... Non, c'est bon ? Alors, l'effet marquant de l'année 2017. Les journées Prendre Soin. Depuis leur origine en 2013, les journées ont été conçues pour répondre à plusieurs objectifs. Partager des pratiques concrètes, imaginatives et innovantes. Permettre à la culture du prendre soin de s'enraciner à tous les niveaux de l'association. Échanger sur des éléments de contexte institutionnel. Renforcer le sentiment d'appartenance à l'ADAPT autour de valeurs partagées. Je regarde le jury pour savoir si je continue ou pas, ou si je suis éliminé. Mais Alors, la 4e édition des Journées Prendre Soin s'est déroulée à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris le 16 et 17 mars 2017. La thématique était la prise de risque à l'épreuve du principe de précaution. Une première journée ouverte à l'extérieur avec des témoignages croisés entre professionnels usagers et professionnels patients, différents représentants du monde associatif, comme la Croix-Rouge française, la FEAP, du monde institutionnel, avec l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la NSM, et du monde académique, avec des approches sociologiques, psychologiques et philosophiques. La seconde journée donc, des journées Prendre Soin concernait l'interne à l'ADAPT, avec des pratiques illustratives de prise de risque par des professionnels de l'association, la mise en place de 4 ateliers thématiques, des reflets des expériences et actions menées au sein de différents établissements et services de l'ADAPT. Voilà pour les journées Prendre Soin. Peut-être un petit commentaire sur les journées Prendre Soin ? Juste un commentaire pour dire que c'était la première fois où on faisait des journées Prendre Soin qui étaient ouvertes sur l'extérieur sur la première journée. Et qu'à l'issue de ces journées, on a décidé de reproduire ce type de format dans les journées Prendre Soin, c'est-à-dire d'avoir une journée qui soit ouverte sur des personnes extérieures à l'ADAPT, et puis une seconde journée qui serait dévolue aux collaborateurs de l'ADAPT dans les ateliers pratiques. Voilà. Donc c'est un peu l'évolution de ces journées. Ce qui fait que, et le format, et aujourd'hui on est parti sur des journées qui se dérouleraient tous les 2 ans et non plus avec une périodicité annuelle. Voilà. Et alors oui aussi, mais je pense qu'on en parle après, parce que dans son déroulé, je pense qu'après il va sur les journées 2019. Donc,
Ensuite, donc, la commission a travaillé sur la révision du règlement intérieur et la représentativité de la commission, donc en s'assurant d'une représentativité donc, sur le plan régional et sur le plan des métiers qui ont été étudiés et des démarches qui ont été faites pour les améliorer encore. Enfin, donc, un travail sur la veille législative et réglementaire, où la commission a conduit ses travaux en s'appuyant sur un dispositif de veille législatif et réglementaire lui permettant d'être en phase avec les évolutions du contexte institutionnel du secteur sanitaire et médico-social. C'est bon ? Alors, les perspectives 2018, ça vous intéresse ? Ouais, c'est un petit oui, là. Pour la commission prendre soin, il en faut un petit peu plus. Voilà. J'ai ma chauffeuse de salle, là, je la trouve pas très opérationnelle. Les perspectives 2018. J'y vais ? Vous y êtes ? Non, c'est bon ? Alors, des interrogations sur l'optimisation du mode de diffusion en région de ces travaux à travers un système de communication. De quelle façon les différentes régions peuvent prendre part aux travaux de la commission ? Cette organisation passe par la désignation de référents régionaux. Suggestion de faire des points donc, au comité de direction générale, en commission pour croiser les informations afin de permettre à la commission d'être en phase avec les réalités vécues par l'association sur le terrain. 2018-2019, la commission Prendre Soin donc, a défini 3 thèmes de travail. Tout d'abord, les journées Prendre Soin 2019, avec un sujet donc, qui est travaillé en collaboration avec les autres commissions mixtes, qui est donc la précarisation des publics accompagnés. Deuxième sujet, l'éthique. Réaliser un état des lieux des problématiques éthiques des établissements et services. Identifier les besoins des professionnels à trouver des références éthiques au sein de l'ADAPT. Et enfin, savoir répondre à la question « Comment conjuguer efficience économique et éthique dans l'accompagnement ?» Juste une précision sur l'édition des journées Prendre Soin 2019. C'est qu'au-delà de travailler entre commissions mixtes, on a aussi prévu de travailler avec un autre acteur du secteur de la protection sociale ou lutte contre l'exclusion. Et donc on s'est rapproché de l'association Aurore, et qui a accepté d'être co-constructeur avec nous. Voilà. Alors, autre sujet, la désinstitutionnalisation et ou la modification du fonctionnement des institutions. Donc, il s'agit de réfléchir à la désinstitutionnalisation comme une des modalités susceptibles de répondre aux besoins réels des personnes. De faire évoluer les institutions pour servir la réalité de l'autonomie, et enfin réfléchir aux modalités d'organisation et d'accompagnement entre liberté et protection et lien social. Un petit mot de conclusion des membres de la commission Prendre Soin. Bon, je sais pas. Il me semble que comme les autres commissions mixtes, cette commission elle a une mission interactive, aussi intégrative des différentes questions qui peuvent se poser sur le terrain. Alors, j'ai toujours des images qui me viennent un petit peu en tête, c'est sans doute dans ma formation de psychomotricien, mais je voyais un corps au travers de cette commission mixte, c'est des oreilles pour aller à l'écoute du terrain, et on est vraiment dans cette écoute et dans la demande justement de savoir quelles sont les problématiques issues du terrain. C'est un cœur parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui transitent par cette commission, évidemment, et en connexion avec le projet associatif. C'est de l'esprit parce qu'il faut bien sûr avancer, réfléchir et puis partager justement cette réflexion à plusieurs. Et c'est l'intérêt de ces journées aussi, Prendre Soin, où on est un maximum d'acteurs et d'intervenants extérieurs à l'association pour réfléchir sur des sujets centraux. Voilà, et donc c'est de la voix ensuite pour pouvoir communiquer et partager autour de ces éléments. Bon. Je remercie les membres de la commission Prendre Soin d'être venus à mon secours. Merci à chacun d'entre vous. Sous vos applaudissements, je vous propose d'accueillir Géo Trouve-Tout, Monsieur Jean-Marc Ross, pardon.
Jean-Marc Ross, qui est président de la commission Innovation et qui va nous restituer les travaux de cette commission. Rebonjour à toutes et à tous. Oui, donc je vais être un peu bref parce que déjà tout le monde est un petit peu fatigué. Et puis. Non, ils sont pas fatigués. Tu les aurais vus danser tout à l'heure. C'est vrai. Ah, d'accord. On peut remettre de la musique et faire une petite démonstration au besoin. Mais moi, je n'ai pas été dynamisé par la séquence musicale. Et puis l'année dernière, j'étais un petit peu long, j'avais trop détaillé chaque item du rapport. D'ailleurs, vous avez le rapport, vous avez la restitution dans le rapport annuel, hein, que vous avez entre les mains. Alors, sinon, ce que je peux dire brièvement, c'est que effectivement, l'année 2017 a été une année de transition pour la commission mixte innovation, puisque d'une part, nous aboutissions un certain nombre de projets, et d'autre part, nous arrivons vers le nouveau projet associatif. Donc voilà en quoi ça a été une année de transition. Et naturellement, nous avons identifié des axes de travaux pour la suite. Nous avons donc, comme pour toutes les commissions mixtes, nous avons réactualisé le règlement intérieur, notamment pour bien, pas complètement, mais en grande partie recentrer les travaux de la commission, on va dire, au service du projet associatif. C'est-à-dire que nous avons bien pris conscience qu'il ne faut pas développer toutes sortes de projets passionnants, mais qui pourraient disperser nos forces et nos centres d'intérêt, alors qu'il faut soutenir l'association, il faut soutenir les actions de l'association, et il faut aller dans le sens, évidemment, du projet associatif. Il y a également une option que nous avons prise, mais qui n'est pas du tout dans le règlement intérieur. C'est quelque chose que nous avons décidé comme ça en interne. C'est que nous avons décidé de solliciter chaque région pour qu'il y ait un professionnel de l'ADAPT, un professionnel de chaque région de l'ADAPT au sein de la commission. Voilà, de manière à ce que tous les territoires soient représentés et puissent travailler au sein de la commission innovation. Alors sinon, je vais quand même nommer les items. Nous avons effectivement fourni un travail important avec des groupes de travail, des travaux qui ont été donc aboutis. Donc un groupe de travail sur l'emploi accompagné. Et qui est décidé aux professionnels de l'ADAPT, et de manière à étayer leur action, notamment pour répondre aux appels à candidature lancés par les différentes ARS. Le programme européen soutenu par Erasmus+, donc le programme DESC 1, donc qui a été achevé en 2017, qui a produit plusieurs livrables, dont un référentiel de 4 modules de formation, sécurisation des parcours et emploi accompagné. Également un guide des bonnes pratiques, sécuriser les parcours pour un véritable marché inclusif du travail, et aussi le guide de la SEEPH, Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, visant à implémenter en Europe la mise en place de l'événement SEEPH. Un groupe de travail tiers-lieux, donc qui a travaillé sur les tiers-lieux. Donc là, on est vraiment dans l'innovation sociale, dans l'innovation s'agissant de l'inclusion, de la participation de tous les différents secteurs de la société, on va dire.
dont les personnes en situation de handicap, dont les personnes en situation de fragilité, donc dans ce type de tiers-lieux qui sont vraiment des lieux d'échange, de contribution, qui permettent, j'allais dire, oui, un mixte des différents secteurs de la société dans des lieux, aussi bien pour travailler que pour échanger, que pour avoir une vie sociale. Le groupe de travail plateforme, donc, qui a établi les bases d'une méthodologie sur cette thématique, étant bien entendu qu'il n'y a pas qu'un seul type de plateforme possible. Ça, c'est quelque chose que nous avons bien identifié également. Le handicap cognitif, alors nous avons finalisé un guide sur les handicaps cognitifs. Alors, il s'agit en fait d'un groupe de neuropsychologues particulièrement pointus sur les aspects cognitifs, sur les troubles cognitifs, et qui a décidé, si vous voulez, de faire un travail de pédagogie. Parce que souvent, tout un chacun, que ce soit des professionnels de l'ADAPT, ceux qui ne sont pas neuropsychologues, je veux dire, ou des personnes dans la société, ne savent pas très bien exactement ce que sont les fonctions cognitives spécifiques. Donc il s'agissait en fait d'expliquer ce que sont ces fonctions cognitives spécifiques dont nous nous servons en permanence, mais absolument en permanence dans toutes nos activités. Et donc déjà le guide explique en tenant compte de l'état des connaissances les plus récentes et les plus pointues. Donc ce guide explique de manière simple et très pédagogique ce que sont les fonctions cognitives et bien sûr qu'est-ce qui se passe quand il y a des troubles des fonctions cognitives spécifiques. Voilà, donc c'est un guide qui va être très très utile pour que tout un chacun puisse s'approprier ce domaine qui est extrêmement intéressant. La gestion des connaissances. Donc pour l'instant, nous n'avons pas créé un groupe de travail spécifiquement dédié à cette thématique. Alors il est à noter que Thierry Delers occupe la fonction de chargé de ce qui est études et recherche auprès du délégué, auprès du directeur général. Et donc, on va dire que Thierry voyage au travers de tout ce domaine que sont les études et la recherche, et au profit, bien sûr, de nous tous, de l'association. Je croyais que Thierry avait terminé ses études depuis bien longtemps. Mais bon. Thierry, un petit mot ? Enfin, quand je dis un petit mot, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'on connaît Thierry, mais... En improvisation, comme c'est le style de la journée. Mais voilà, que ajouter pour dire que finalement, j'entendais ce matin une remarque sur l'empowerment, où on disait que finalement, on n'apportait pas de la connaissance, mais on révélait ce qui existait déjà. C'est exactement comme ça que je crois que l'on peut concevoir la fonction études et recherche. Il se passe tellement de choses sur le terrain à l'ADAPT, et mon idée et ma fonction, ça va être de repérer, agréger, mettre en lien, et bien évidemment, à chaque fois que faire se peut, faire des connexions avec le secteur universitaire, avec des gens dont c'est le métier que de formaliser et de conduire des études et des recherches pour mettre en valeur, encourager la créativité de l'ADAPT. Et donc, ça va se passer de manière très horizontale, très transversale sur le terrain pour faire valoir toute cette puissance de jeunes pousses qui croissent au jour le jour au service d'une société du vivre ensemble. Merci Thierry. Alors nous avons également une thématique à aborder, que nous avons commencé à aborder, handicap au pluriel, réseaux sociaux et outils numériques. Donc là, il s'agit en fait d'explorer la dimension numérique et la culture numérique pour identifier, pour cerner ce que nous pourrions, nous, l'ADAPT, proposer
Il s'agit proposé pour améliorer, pour augmenter, si j'ose dire, dans le bon sens bien sûr, la vie des personnes handicapées dans tous les aspects de leur vie. Alors il ne s'agit pas, nous n'allons pas nous transformer en start-up et nous n'allons pas nous produire des outils et des ressources numériques, mais il s'agit de, on va dire, de co-concevoir et de proposer à certainement des développeurs dont c'est le métier, qui sont dans l'excellence dans ce domaine, pour éventuellement développer des produits numériques. Bon, juste pour donner un exemple, il existe une application, par exemple, qui permet à toute personne, d'ailleurs, de repérer les lieux publics, restaurants, cafés, et que sais-je, qui sont accessibles, d'envoyer tout ça grâce à une application sur une plateforme, grâce à laquelle d'autres personnes vont se référer pour se dire, voilà, je suis dans tel quartier, dans telle ville, je cherche un restaurant accessible et je vais donc consulter l'application. Et l'application permet d'avoir des détails. Est-ce que l'entrée est bel et bien accessible, ou est-ce qu'il y a une petite marche un petit peu embêtante, ou est-ce qu'elle est parfaitement accessible mais il y a des petits problèmes par rapport aux toilettes, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça qui permettent d'améliorer vraiment très concrètement la vie quotidienne des personnes handicapées. Et puis bien sûr pour développer également des échanges entre les personnes. On va dire pour abolir un petit peu les dimensions de temps et d'espace grâce au numérique. Dans le même ordre d'idées, à savoir le numérique, l'ADAPT a conclu une convention de partenariat avec la société Tralalaire, les éditions Tralalaire qui sont donc agréées par le ministère de l'Éducation nationale. Tralalaire fait principalement, d'une manière tout à fait excellente, des campagnes de communication et de pédagogie, par exemple sur le harcèlement à l'école, par exemple notamment sur le développement la prévention des dangers d'Internet pour les enfants et pour les jeunes. Et donc ils ont fait une campagne qui continue d'ailleurs sous forme de BD qui s'appelle Vince et Lou. Donc Vince et Lou sur Internet, et donc c'est très attractif pour les enfants et pour les jeunes, et ça leur permet de connaître les dangers d'Internet, et bien sûr il ne s'agit pas de leur faire peur, mais bien sûr de leur indiquer les précautions à prendre quand on va sur Internet et sur des réseaux sociaux. Le seul problème, c'est que ce produit n'était pas accessible justement aux enfants et aux jeunes qui avaient notamment des troubles cognitifs, des troubles du langage écrit et même des troubles du langage oral, ou même des troubles aussi autistiques ou des troubles du type dysphasie. Et donc tous ces jeunes n'avaient pas accès réellement au contenu de la BD. Et donc Tralalaire a souhaité vraiment rendre ces contenus accessibles aux enfants. Enfin, c'est quand même rien que les 10, c'est à peu près 10% quand même des enfants. Donc rendre ces contenus tout à fait accessibles. Et donc il y a la BD est proposée avec aussi on va dire pratiquement du langage, vous savez, du facile à lire et à comprendre, et aussi ce qu'on appelle de la pictodescription, c'est-à-dire que le texte est enrichi par des pictos qui décrivent ce que dit le texte. Et donc ça favorise vraiment la compréhension et donc ça rend les messages accessibles. C'est extrêmement innovant et utile pour ce public. Alors, un essaimage de ce produit va avoir lieu au sein des établissements de l'ADAPT. Bon, la FEAP, l'ADAPT est adhérente à la FEAP. Ensuite, il y a eu des actions externes. Tout le monde connaît la FEAP, non ? Allez.
Tu peux nous expliquer, Jean-Marc, la FEAP, s'il te plaît? Vas-y, je te laisse le... Ouais, je t'en prie. Non. Après, c'est vrai que c'est la fédération à laquelle l'ADAPT est affiliée, mais je pense qu'il y a quelques personnes dans la salle qui sont peut-être plus à même de faire une réponse. Je pourrais, mais elle serait grossière. Alors, la FEAP est une fédération représentative des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux à but non lucratif. Elle gère principalement la convention collective 51, sous laquelle nous sommes, on va dire, affiliés. Et puis, elle a une mission en fait de représentation des établissements. Elle fait du lobbying auprès des pouvoirs publics afin que le secteur privé non lucratif soit représenté et défendu dans ses intérêts. Voilà. Merci Véronique. Alors les actions externes, la commission innovation a été impliquée, représentée dans différents événements, principalement en lien avec le domaine de l'éducation et du numérique, et notamment au sein d'un établissement de l'ADAPT à Maubeuge, et au sein d'une école, il y a là-bas un CEM, pardon, un centre d'éducation motrice qui est totalement imbriqué dans un groupe scolaire. C'est assez extraordinaire, parce qu'on parle d'inclusion, etc., de plus en plus, mais eux, ils l'ont réalisé vraiment depuis des années. On n'a pas du tout l'impression que le CEM est dans l'école, c'est pas du tout un truc, vous voyez, dans un coin, un petit peu à part, c'est totalement imbriqué. Il y a un mélange des enfants valides et en situation de handicap en permanence, et au sein de cette école, il y a notamment des enfants qui ont des troubles moteurs importants, et également des troubles cognitifs, justement, des troubles cognitifs spécifiques. Et certains, si vous voulez, ne peuvent pas accomplir les tâches scolaires de base pour des raisons de troubles moteurs et ou de troubles cognitifs. Par exemple, tel enfant ne peut pas écrire. C'est impossible pour lui d'écrire. C'est même très difficile pour lui d'écrire avec un clavier, pour des raisons de troubles moteurs. Il a un pied fonctionnel, par exemple. Eh bien, grâce à une espèce de manette de console avec une grosse manette, avec son pied, il va manipuler la manette et donc prendre le contrôle d'un ordinateur et réaliser un devoir de géométrie, par exemple, qui est projeté sur un tableau blanc interactif. Et grâce à ça, on peut voir que cet enfant a acquis telle notion de géométrie, par exemple, et on peut donc valider ses compétences. C'est assez impressionnant à voir. Et donc, il fallait installer des tableaux blancs interactifs. Et tout ça, ça a un coût. Et donc, il y a eu des partenaires qui ont contribué. Et nous avons donc nous avons réalisé une inauguration de ces installations de tableaux blancs interactifs. Et à cette occasion, on a pu voir l'importance du numérique en termes d'accessibilité, donc accessibilité aux apprentissages et au savoir, et également empowerment des enfants, parce que dans ces cas-là, les enfants sont totalement des élèves comme les autres, et également donc accessibilité, empowerment et autonomie. Voilà ce que je... Merci, voilà, merci beaucoup. Il y a des... Alors, je dois vous avouer quelque chose. C'est vrai que M. Blanchet m'a repassé le micro. Il m'a dit « C'est important que tu puisses respecter l'horaire. 15 heures. » Donc il est 14h09. Il nous reste à peu près 51 minutes à passer ensemble, en sachant qu'il y a le réseau des réussites et la commission citoyenneté. Donc je vais vous proposer une petite pause culturelle. Et je vais demander à l'un de nos adhérents, les plus anciens, Monsieur Méphane. Monsieur Méphane, hop, venez. Alors par contre, un seul, Monsieur Méphane. Voilà, c'est notre poète de l'association.
Il écrit des poètes et il s'est proposé de nous partager l'un de ses poèmes. Mérite vos applaudissements. Je crois que c'est la première assemblée générale où on va avoir un poète. Parlez-moi, je vous tiens le micro. D'accord. Oui. Alors donc, oui, bien sûr. Attends, je vais donner un poème sur Attends d'écoute, puisque c'est beau. Un temps d'écoute. Pour exister, tu as l'âme en peine. Brisons le mur du silence. Pour alléger ta peine, n'hésite pas de te confier à celui qui t'écoute. Alors, soulagé de tes angoisses et bien sûr de tes doutes, tu jouiras d'une vie plus sereine. L'enfant se sent bien en confiance quand les parents partagent la preuve de son existence, les problèmes affectifs. Voilà. Merci, M. Delta. Super. C'est bon? Super. Hop. On donne rendez-vous à l'année prochaine à Roger pour notre rendez-vous annuel. J'aurais trouvé dommage de se priver d'une poésie. Eh bien, on va enchaîner avec la commission citoyenneté. Ça vous va? On n'a pas fait grand-chose au niveau de la commission citoyenneté, je dois vous avouer. Ben voilà, ça se résume à ces deux mots. C'est moi qui appuie, ouais, pardon. Alors, tout d'abord, au cours de l'année 2017, c'est vrai qu'avec un nouveau projet associatif, il nous a fallu rénover notre règlement intérieur. Et donc, ça s'est fait tout naturellement, et donc en actualisant notre règlement intérieur pour la période 2016-2020. Ensuite, c'est vrai que chacune des commissions mixtes participe à ce qu'on appelle le comité de pilotage opérationnel du projet associatif. Commission prendre soin, commission innovation et donc naturellement commission citoyenneté. Ont chacune deux représentants donc, au niveau de cette instance du comité de pilotage opérationnel du projet associatif. Et les deux représentants pour la commission citoyenneté, Émilie Sauzet, donc, qui est la présidente du conseil de la vie sociale de l'ADAPT Rhône, et Gérard Petit, bénévole du réseau des réussites. Ensuite, pour chacune de nos réunions de la commission citoyenneté, nous faisons un point d'état d'avancement du projet associatif. Nous rendons compte aux membres de la commission là où nous en sommes quant à la mise en œuvre du projet associatif. Alors, un groupe très important, expression et représentation des personnes handicapées accompagnées. Je suis sûr qu'elle me voit venir, mais bon, je vais attendre un petit peu. En tout cas, expression et représentation des personnes handicapées accompagnées. Il y a eu des avancées significatives qui ont été réalisées en proposant des modalités favorisant une architecture du local au national avec la mise en place du maillon régional. C'est les présidents de conseil de la vie sociale qui jusqu'à maintenant élisaient leurs deux représentants à l'échelon national, mais néanmoins dans leurs échanges, il leur est apparu nécessaire aussi d'avoir un maillon à l'échelon régional pour pouvoir favoriser les échanges entre eux. La traditionnelle journée des présidents de conseil de la vie sociale, coucou Amélie, et ensuite donc des réunions régionales de présidents de conseil de la vie sociale qui vont se tenir dans chacune des régions. La grande artisan, c'est celle qui met en œuvre l'expression et la représentation des personnes handicapées accompagnées à la DAP se trouve juste à côté de moi. Et je l'ai prévenue comme quoi elle allait prendre la parole. Merci Amélie. Bonjour à tous. Alors pour faire un petit récapitulatif de ce qui a été produit dans ce groupe de travail expression et représentation des personnes accompagnées à l'ADAPT, l'année dernière il y a eu la production d'un guide du CVS.
Donc guide du CVS, pourquoi? L'idée c'était de recenser plusieurs sujets sur les CVS et que ça soit expliqué, notamment par des personnes accompagnées qui permettent d'expliquer plus facilement les textes qui entourent le CVS, mais aussi avoir des retours d'expérience sur ce qui se fait dans les régions. Donc dans ce groupe de travail, ça a été très, très participatif, avec des administrateurs, des professionnels, des personnes accompagnées. Donc voilà, tout le monde a bien travaillé sur ce sujet. Merci encore aux participants. Alors, l'expression et représentation, c'est vraiment le groupe le plus ancien au niveau de la commission, mais on se rend compte qu'il y a vraiment cette nécessité de continuer ce travail de l'expression et de la représentation des personnes handicapées accompagnées par l'association. En 2017, naturellement, les élections présidentielles et législatives, où un groupe a travaillé sur 9 grandes thématiques de propositions à destination des candidats à la présidentielle et aux législatives. Donc les 9 thèmes, le premier, ce qu'on a appelé famille et handicap, le second, l'école inclusive, le troisième, formation et emploi, quatrième, ressources et compensations, ensuite santé, bien-être, accès aux mutuelles, la question du logement et de l'habitat, la vie affective, amoureuse, sexuelle et la parentalité, l'accès à la culture, au sport et aux loisirs, et enfin la perte d'autonomie et le vieillissement. Et donc, ces thèmes se sont construits à partir du projet associatif et en référence aussi à la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap. Il y a une pétition qui a circulé, donc ce sont un peu plus de 5000 personnes qui ont signé cette pétition, en tout cas ce manifeste, pour faire valoir les propositions de l'ADAPT. On y reviendra après, mais c'est vrai que dans les travaux de l'année 2017, la Commission Citoyenneté a travaillé sur l'ouverture des actions bénévoles. Et tout à l'heure, vous aurez donc Pauline qui interviendra pour vous en dire un petit peu plus. Alors justement, la vie affective, amoureuse et sexuelle et la parentalité des personnes handicapées. Nous avions un groupe de travail notamment piloté par Patrick Farfal, Julienne Dufournier. Et donc tout naturellement, il y a eu un tuilage qui s'est fait avec le projet associatif, du fait que cette thématique correspond à la fiche Action 7 de notre nouveau projet associatif. Donc on a mis fin à ce groupe de travail pour qu'au niveau de l'association, il puisse pleinement prendre sa place dans la mise en œuvre de notre vivre ensemble égaux et différents. Le statut du travailleur handicapé en ESAT. Là, ça a été vraiment le chantier de l'année 2017. Donc il faut savoir qu'au niveau de la commission, nous avons réalisé 2 questionnaires. L'un à destination des travailleurs handicapés en ESAT et l'autre à destination des responsables et directeurs d'ESAT. Il faut savoir que pour le questionnaire qui a été adressé aux travailleurs handicapés, c'est un peu plus un taux de 60% de réponse. Je crois que de mémoire, 460 travailleurs handicapés sur 800 qui ont répondu. Et pour ce qui est des responsables, un taux de participation de 14 sur 21. L'analyse des résultats nous a permis de dresser un certain nombre de constats, de disparités d'une région à une autre, d'un établissement à un autre, de types de structures ESAT classiques ou ESAT hors les murs. Et donc, à partir de là, de dresser un certain nombre de pistes de réflexion. Donc, les sujets que nous avons définis, c'est celui de définir un statut collectif pour les travailleurs handicapés à l'ADAPT. La recherche de modalités de représentation des travailleurs d'ESAT au sein du CHCSCT de ces structures. L'optimisation de la réponse de l'ADAPT en matière de couverture de frais de santé donc des travailleurs d'ESAT, c'est la fameuse question un peu chaude de la mutuelle. En tout cas, forte revendication des travailleurs handicapés à ce sujet-là. Ensuite, autre sujet, la définition d'une politique de formation et de qualification du travailleur handicapé. Ce qui est de la politique du projet individuel du travailleur handicapé aussi. Et enfin, donc, un sujet qui apparaissait intéressant à creuser aussi, puisque lorsqu'on comparait le questionnaire côté responsable et l'autre côté travailleur handicapé en ESAT, on voyait qu'il y avait une disparité sur ce qui était des liens avec les familles. Les responsables des ESAT nous disant que effectivement, il y a un lien qui est construit avec les familles. Les travailleurs des ESAT nous disant à l'inverse qu'il n'y avait pas forcément de lien qui a été construit. Donc au niveau de la commission, il nous a semblé intéressant qu'on puisse creuser ce lien, cette relation avec les familles. Voilà. Et enfin, donc, la politique d'optimisation des fonctionnements des conseils de la vie sociale en lien avec la direction de la qualité. Sur ce thème-là, ce que je vous propose, c'est que depuis un peu plus d'1 an, ils forment un duo, un binôme, si ce n'est un couple,
Non, j'exagère. C'est peut-être un témoignage de Bernard et de Anne, qui sont parties prenantes. Ah bah, c'est une manière, hein, Bernard, de... Alors, lequel de vous deux? Honneur aux dames? Non, en tout cas, remercier Bernard, les membres de ce groupe de travail, ainsi que Anne, sur le fait que, bon, un sujet très complexe, et ça nous semblait important de te remercier. Mais c'est moi qui vous remercie, parce qu'effectivement, ce groupe de travail a été très actif. Alors, on parle de Bernard, on parle de moi. Moi, je ne suis qu'invitée au sein de ce groupe. Il y a tout un tas d'autres participants que sont Franck Lucin, Emmanuel Le Goff, Gérard Petit, je me rappelle, oui, Jean-Pierre Labourdic, Joël Éloire. C'est bien, il aurait dû parler, il les connaît beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Amélie ou Émilie Sauzet? Émilie Sauzet, notamment. Voilà, on a travaillé ensemble sur plusieurs sujets et on a essayé de confronter un petit peu nos idées à la réalité du terrain. On a aussi, au-delà d'intellectualiser les choses et de réfléchir entre nous, on a invité les directeurs des AT et certains de leurs collaborateurs à venir passer une journée au siège le 14 juin dernier, pour leur proposer de réfléchir aux solutions qu'ils pourraient effectivement peut-être proposer sur ces différents sujets, notamment sur la question du statut collectif du travailleur des AT à l'ADAPT. Alors l'idée, c'est pas de révolutionner le statut du travailleur des AT dans la législation française, bien sûr, c'est pas encore à notre main tout ça, même si une démarche de plaidoyer pourrait être en relais de notre travail en interne pour le moment. Et donc, on les a fait travailler sur la politique de rémunération directe et indirecte des travailleurs des AT, sur la couverture sociale, mutuelle non, mais sur certains avantages sociaux, les chèques cadeaux, les chèques vacances. On leur a posé un certain nombre de questions également sur... tout ce qui touche à leur, sans rentrer trop dans le détail, mais Bernard, ça m'échappe. Eh bien oui, lui aussi. Je suis obsédée par la question de la rémunération, donc les autres thématiques m'échappent, je ne m'en rappelle plus. Enfin bref. Oui, il y a la gestion des absences aussi, les absences spécifiques des travailleurs en ESAT, dans la logique d'accompagnement qui est celle de l'ESAT. Voilà, donc c'est un travail très constructif, très intéressant, parfois percutant par rapport à ce qu'on a pu on pouvait nous appréhender a priori, et les réponses ou les retours qu'on a pu avoir des professionnels de terrain. En tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement riche et nous serons amenés prochainement à faire un petit compte-rendu au conseil d'administration sur nos travaux et leur proposer une suite d'actions sur les différents sujets concernés. Voilà. Bernard, pardon. Merci. Bah, écoutez, l'avantage, c'est que Anne a tout dit. Donc, non, mais le problème, c'est que si on dit tout, on va y passer 3 ans. Donc voilà, je pense que le principal est dit. Voilà, c'est un groupe qui est très intéressant. On est sur un sujet qui est vraiment pratique, quoi. Ça touche directement à la vie des travailleurs en ESAT, donc c'est vraiment très important. Merci Bernard, merci Anne. Et donc 2 nouveaux sujets ont été choisis au cours de l'année 2017. Donc le premier, la place des aidants, et le second, donc la précarité, donc un thème qui est travaillé avec les 2 autres commissions mixtes, innovation et prendre soin. Globalement, les 2 groupes de travail ont écrit, tracé leur note de cadrage pour savoir de quelle manière elles vont travailler sur les mois et peut-être les 2 prochaines années à venir. Voilà un peu de manière très simple l'état des travaux de la commission citoyenneté. Ah bon ? Ce que je vous propose, c'est de faire tomber les masques à oxygène. Je vois qu'il y en a certains qui ont... Non, c'est bon. Allez, dernière ligne droite. Le réseau des réussites. On a gardé le meilleur pour la fin. La meilleure. Donc, je vous propose d'applaudir Pauline et de l'encourager.
C'est sa première assemblée générale à l'ADAPT, donc à la fin de chacune de ses phrases, je vous propose de l'applaudir et de l'encourager. Mais c'est toi qui commence, Dominique. Ouais, je commence. Avec Pauline, on s'est mis d'accord. Je commence par la première slide et on enchaîne par la seconde. Donc la première, vivre ensemble, égaux et différents. Le réseau des réussites. Ah, Marie et Demèche, d'accord. Merci Marie. Merci. Alors, en avril 2017, le conseil d'administration a pris 2 décisions fortes. La première, c'est ce qu'on appelait une seule et unique entité pour les bénévoles de l'ADAPT. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que d'un côté, jusqu'à maintenant, en tout cas en avril 2017, nous avions d'un côté les bénévoles du réseau des réussites et de l'autre côté les bénévoles en établissement. Et donc, mais sans forcément toujours que les deux se causent. Et donc, il a été décidé, suite aux travaux du comité de coordination du réseau des réussites, que finalement, tout bénévole de l'association faisait partie d'une même et une seule entité, qu'est le réseau des réussites. Donc, un peu plus de 350 bénévoles côté réseau des réussites. Et donc, dans les établissements, grâce au rapport social, nous avons pu identifier précisément qu'il y avait 93 bénévoles qui agissaient dans les établissements sans forcément qu'ils soient rattachés à un comité. Et donc tout l'enjeu pour le comité de coordination du réseau des réussites, ça sera effectivement de créer les synergies de tous ces bénévoles regroupés sous l'égide du réseau des réussites. Et enfin, décision qui fera date dans l'histoire du réseau des réussites et d'ADAPT, c'est l'ouverture aux actions, des actions bénévoles. Jusqu'à maintenant, donc, le réseau des réussites était centré uniquement sur l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc là, en lien avec la commission citoyenneté, il y a eu un travail de réflexion qui a été mené pour ouvrir les travaux sur la culture, les loisirs et le sport. Donc ce sont 1, 2, 3. Les bénévoles du réseau des réussites ont travaillé ces thématiques hier avec les pilotes des fiches actions. La sensibilisation donc auprès du grand public, qui passe par ce qu'on appelle des cafés des réussites, mais aussi auprès des jeunes enfants via la Handi Mallette. Un peu plus de 50 bénévoles du réseau des réussites qui sont impliqués dans des actions de sensibilisation via la Handi Mallette. Et enfin, ce qu'on peut appeler des actions institutionnelles de l'ADAPT, comme par exemple des bénévoles qui siègent ou qui représentent l'association dans des permanences au sein des maisons départementales des personnes handicapées, dans les commissions accessibilité de différentes villes. Et enfin, naturellement, on a gardé ce socle solide que sont les actions de parrainage dans l'emploi et la formation. Alors, du coup, justement, élargir le champ des actions des bénévoles, c'est le premier axe du plan de développement du réseau des réussites. Le plan de développement, il a été élaboré par le comité de coordination dans l'idée d'une réflexion et pour déployer le réseau au niveau national. Donc, comme Dominique l'a dit, donc, la première mission principale, qui est le parrainage, va rester le socle, mais les bénévoles vont être amenés à faire des sensibilisations, des actions de sensibilisation envers le jeune public avec la Handi Mallette. Mais aussi des actions de sensibilisation vers le grand public, notamment avec les événements ouverture de champs et la CEPH. Et on va ouvrir également des actions vers des activités d'inclusion sociale, notamment vers le loisir, le sport et la culture, et des activités qui pourront se passer notamment dans les établissements de l'ADAPT. On va s'arrêter un petit peu, par exemple sur la Handi Mallette. On peut peut-être demander à Brigitte. Oh, j'aime bien quand on dit oh non. Ouais. Brigitte, un petit témoignage. Et après, on ira du côté de Marseille, Aix-en-Provence. Bonjour à tous. Donc, moi, je représente le réseau des réussites pour les Hauts-de-France, où on a pas mal développé la Handi Mallette, aussi bien avec le partenariat de l'AMI qu'entre bénévoles. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est très agréable, aussi bien pour nous que pour les enfants que nous sensibilisons, qui sont très ouverts, qui participent énormément. Et je ne sais pas quoi dire. Il m'a pris ça. Merci Brigitte. Alors, on prend le TGV, on part de Cambrai et on va arriver du côté d'Aix-en-Provence, parce que la Handi Mallette aussi, c'est partout en France avec le concours des bénévoles. Et on a la chance d'avoir plusieurs représentants de la région PACA. Wilfried. Bonjour, donc effectivement on vient apporter un peu de sud à Paris. Et donc pour ce qui est de la Handi Mallette, donc on en a
excusez-moi. Pour ce qui est de la Handi Mallette, effectivement, on en a animé notamment proche de Pertuis, à Fort-Calquier. Et en septembre, on va avoir un programme assez chargé, puisqu'on aura plusieurs Handi Mallette dans plusieurs villes dont je ne me souviens pas le détail. Donc je vais laisser Philippe les énoncer. Bonjour, nous avons les prochaines Fort-Calquier qui nous redemandent de sensibilisation. Marseille, nous allons avoir Valréas, de mémoire, Valréas, et autour d'Aix-en-Provence, Malmort, Bouc-Bélier et notamment Pertuis aussi, on en fera une. Et pour toutes ces missions et actions, les bénévoles suivent un plan de formation. Dans le plan de développement du réseau des réussites, il y a l'idée de renforcer donc, je dirais la colonne vertébrale, la colonne d'harmonie du réseau. Et donc, c'est de renforcer l'organisation à la fois au niveau national, régional et local. Donc, en 2017, on a travaillé sur le rôle et la place de l'administrateur référent du réseau des réussites. L'administrateur référent du réseau des réussites, c'est Jean-Louis Dubois, que vous connaissez pour nombre d'entre vous. Et donc, c'est l'interlocuteur à la fois pour le conseil d'administration, la direction des actions associatives, le directeur général, Eric, et aussi donc le comité de coordination. C'est celui qui rend compte aussi à la gouvernance de l'état d'avancement du plan de développement du réseau des réussites. On a travaillé aussi sur le rôle du comité de coordination qui se réunit globalement une fois par trimestre et qui échange donc à chaque fois avec Éric Blanchet, directeur général. Le comité de coordination il est constitué de 13 personnes, puisqu'au niveau du réseau des réussites, nous sommes organisés sur la base des 13 régions. Et donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Et on a aussi travaillé sur le rôle du référent régional et de son suppléant. Son rôle, c'est l'articulation d'une personne référente à l'échelle d'une région et qui est en lien avec les comités de la région. Et enfin, donc, on l'a un peu organisé, il nous reste encore à le développer avec le concours des directions régionales. C'est le fait d'organiser des rencontres régionales entre les comités des réussites d'une même région, entre les bénévoles d'une même région, ainsi que les délégués, pour renforcer cette logique d'appartenance non seulement au réseau, mais aussi à l'ADAPT. Et enfin, pour 2018 en tout cas, et on a déjà commencé, puisque fin mai, le 31 mai, s'est tenue une réunion entre les directeurs régionaux et les membres du comité de coordination, en vue d'élaborer une méthodologie de travail favorisant les échanges entre direction régionale et membres du réseau des réussites sur une même région. Et à ce titre, je vais proposer donc à Jean-Luc de nous témoigner un peu de cette relation, de cette rencontre qu'il y a eu avec les directeurs régionaux et de ce qui se passe au niveau de cette colonne vertébrale de l'organisation nationale, régionale et locale. Ouais, je sais, j'aime bien. Non. Merci, on reconnaît bien la patte à Dominique, hein. C'est ça. Non, cette réunion avec les directeurs régionaux, ça s'est passé effectivement à la fin du mois de mai. Pour nous, référents des régionaux des réseaux des réussites, ça a été l'occasion d'apporter l'image des bénévoles auprès des directeurs régionaux qui, pour certains, n'avaient pas forcément une idée très précise de l'action des bénévoles dans leur région. Les échanges ont été très riches et je crois que de là, on a débloqué quelques petites situations et je crois que l'avenir va nous permettre effectivement de travailler beaucoup plus en synergie. Et dans beaucoup de régions, on a commencé effectivement, les rencontres avec les directeurs régionaux nous permettent maintenant d'impliquer davantage les bénévoles et les salariés sur des actions communes. Voilà. Et c'était vraiment le but recherché, de créer ces synergies au niveau des régions. C'est tout ce que je peux dire.
On passe à l'axe 3 du plan de développement, qui est d'accompagner les comités dans leur fonctionnement au quotidien. Donc ça va passer notamment en travaillant la simplification administrative et financière de chaque comité, afin que chaque délégué se responsabilise sur leur budget et qui crée en fait un budget sur l'année pour leur comité et qu'ils aient une vision de leurs dépenses et de leurs recettes. Le deuxième point, c'est de fédérer les bénévoles des établissements et les bénévoles des comités des réussites. Donc on l'a dit au début, en effet, il y a une centaine de bénévoles qui sont missionnés au sein des établissements, mais qui n'ont pas forcément de lien avec le réseau. Donc cette synergie peut passer notamment par l'aide des directeurs d'établissement qui peuvent nous aider à faire le lien pour mettre en contact les référents, les délégués du réseau, pour qu'ils rencontrent les délégués et qu'ils organisent des missions ensemble. L'axe 4, c'est unir tous les acteurs dans la conduite des projets des bénévoles. Donc, unir tous les acteurs, ça veut dire les administrateurs, les directeurs, les salariés, les bénévoles, les personnes accompagnées, les adhérents. Et donc, l'idée, c'est de mener des actions communes entre toutes les forces de l'association, d'intégrer pleinement les bénévoles à la mise en œuvre du projet associatif. C'est tout l'enjeu de la fiche 2 avec notamment Nathalie et Emmanuel. C'est d'instaurer la participation des référents régionaux, donc du réseau des réussites, au sein des comités de direction régionaux, autour du thème de la vie et des activités associatives. En tout cas, qu'une à 2 fois par an, les bénévoles puissent participer à un comité de direction régional. Et enfin, impliquer les adhérents aux actions bénévoles ou activités associatives dans chaque département. En tout cas, d'aller encore plus vers les adhérents, pour leur permettre d'être aussi participants aux actions bénévoles. Et enfin, donc, de favoriser les liens entre les bénévoles et les salariés sur des actions comme par exemple l'ouverture de champs, la semaine pour emploi, la fête de l'été ou tout simplement des synergies entre bénévoles et salariés. Alors c'est vrai que j'ai surpris plus d'un bénévole à qui j'ai tendu le micro, mais je vois qu'on a la chance d'avoir un directeur régional dans la salle. Il ne m'entend pas, il ne me réceptionne pas. Et donc c'est Michel Lagage que je vous demande d'applaudir. Et donc Michel, je vois que tu étais concentré. C'était important pour moi aussi de t'interpeller pour dire dans ta fonction de directeur régional, lorsqu'on parle d'unir tous les acteurs dans la conduite des projets, où se situe la place des bénévoles dans la région Est ou plus largement, ton avis et tes recommandations? Merci Dominique. Dans la région Est, c'est une action qu'il faut qu'on mette en place parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait pour l'instant. On n'a pas aujourd'hui au niveau du CDR, on n'a pas suffisamment noué les liens avec le réseau des réussites. Alors, le réseau des réussites, il est constitué, il se développe et il fonctionne notamment au sein des établissements avec lesquels ils sont rattachés. Mais il n'y a pas aujourd'hui de vision régionale. Et c'est un constat qui a été fait il y a quelques mois lorsqu'on a notamment évoqué au cours d'un CODIR orienté spécifiquement sur le projet associatif, où on a fait ce constat. Et c'est donc quelque chose que l'on va développer, auquel on va s'attacher en particulier dès la rentrée, de manière à constituer ces liens qui, à mon avis, sont importants, et d'autant plus importants pour la région Est, puisque la région Est est une grande région avec un nombre d'implantations assez restreint, et le développement externe est un enjeu très important pour la région. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs managériaux que nous sommes sur la région Est doivent s'appuyer aussi sur le réseau des réussites de manière à pouvoir faire en sorte que l'ADAPT ait une image beaucoup plus rayonnante qu'elle n'existe aujourd'hui sur la région Est. Merci Michel.
Je savais qu'il serait excellent. L'axe 5, c'est développer les partenariats avec les acteurs extérieurs. Donc les délégués au niveau local, c'est ce qu'ils font du coup notamment avec des Cap Emploi, MDPH et départements pour créer du lien, se faire connaître au niveau local. Et l'autre axe qu'on souhaiterait développer, c'est le mécénat de compétences. Donc on a déjà fait des partenariats avec, par exemple, la Fondation Orange, SNCF et Lucans. Donc les entreprises mettent à disposition leurs salariés, soit pour quelques heures, soit à plus long terme, par exemple à 1 an avant de partir en retraite. Donc ça nous permet vraiment de recruter des nouveaux bénévoles et d'apporter des plus et des meilleures solutions pour les personnes en situation de handicap. Et donc pour finir en beauté, nous voulions vous présenter, vas-y Marie, les nouvelles couleurs du réseau des réussites, la nouvelle affiche, le nouveau visuel, la force bénévole qui fait fleurir les réussites. Le réseau des réussites crée du lien social afin de sortir la personne de l'isolement et lui permettre d'être actrice de ses propres choix. Donc cette nouvelle affiche va notamment nous servir pour faire connaître le plus largement possible le réseau des bénévoles. Également de faire connaître les possibilités aux personnes en situation de handicap en recherche d'emploi qui peuvent être accompagnées par nos bénévoles. D'impliquer également tous les acteurs internes de l'association et de pouvoir ouvrir les actions bénévoles. Et le dernier point, donc, c'est aussi de faire connaître le réseau en vue de le faire financer. Donc c'est maintenant où vous avez à peu près un petit temps réduit pour sortir chéquier, carte bleue. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est vrai que le réseau, c'est la force bénévole et ça s'appuie aussi sur les fonds propres de l'association. Et c'est important aussi de faire savoir, de faire connaître comme quoi le réseau, il a besoin d'être financé et qu'on puisse aider nos bénévoles à avoir des formations, assurer la dimension du soutien logistique, par exemple, les déplacements. Donc tout ça, ça a un coût. Et donc, si vous connaissez de riches donateurs, je vous invite à les encourager à faire un don au réseau des réussites de l'ADAPT. Voilà. Merci, je crois qu'on peut applaudir Pauline. Et on avait prévu de remettre un trophée à l'un des comités, mais il se trouve que le président Constant a remis hier, donc c'est ce qu'il disait ce matin, donc au comité des réussites de Toulouse, qui est un comité donc, qui n'est pas adossé à un établissement, dont les bénévoles agissent naturellement auprès des personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi, des actions de sensibilisation via la Handi-Mallette, une mobilisation forte et importante au moment de la semaine pour l'emploi. Ils ont aussi des t-shirts de ADAPT et ils courent aux couleurs de l'association. Et donc voilà, il nous semblait important, en tout cas pour Jean-Louis Dubois et le président Emmanuel Constant, de remettre ce trophée qui a donc été partagé hier. Voilà. Pour la petite histoire, on peut remettre. Donc il y avait un certain nombre de nominés. Pascal Pourrier en Avignon, notamment par rapport à tout ce qu'elle fait tout au long de l'année, et notamment au moment de la semaine pour l'emploi. Parce que c'est un sacré boulot qui est fait. Et elle a gagné, entre guillemets, l'ADAPT a gagné en crédibilité auprès d'un département où nous n'avons pas d'établissement, avec la reconnaissance des acteurs institutionnels, j'en passe et des meilleurs, comme la Direct, la GFIP. Et donc Pascal qui s'était vu confier un budget cette année pour la première fois de la Direct et de la GFIP pour mener la semaine pour l'emploi dans le Vaucluse. Véronique Guillet, qui est donc la déléguée de Nantes, dont là aussi les réunions du comité ont lieu dans les murs de la caisse d'épargne. Et donc un petit groupe de bénévoles qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui sont efficaces et parfois avec des situations un peu compliquées à gérer, mais en tout cas avec tout le sourire de Véronique qui agissent et qui œuvrent. Jean-Luc, il est parmi nous, mais en tout cas il participe activement avec son comité, donc des actions de sensibilisation, une mobilisation pendant la semaine pour emploi, des bénévoles impliqués, et puis avec un petit souci un peu de démographie, parce qu'à chaque fois qu'il y a une femme qui rejoint le comité de la Gironde, généralement quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. Et donc voilà. Une information à partager. Brigitte, elle l'a cité, c'est vrai qu'avec son implication... Alors je signale, Marie Guézenet qui est arrivée à Bordeaux, donc, et elle a rejoint le comité des réussites. Je ne sais pas ce que ça présage, mais
Voilà. Brigitte, donc, elle l'a exprimé très bien, donc des actions de sensibilisation dans les écoles via la handi-mallette. Bernard, donc, Bernard était obligé parce qu'on savait qu'il allait poser sa candidature au conseil d'administration, qu'il allait être élu. Donc, c'est important pour nous aussi de signaler son implication. Il est impliqué au sein de la commission citoyenneté, notamment le groupe statut du travailleur handicapé en ESAT. Il se démène, si j'ai envie de dire, il se défonce au niveau de la région Île-de-France pour fédérer les comités franciliens. Et en tout cas, je lui tire un grand coup de chapeau parce que son soutien est vraiment fait chaud au cœur et chaleureux. Merci Bernard. Je ne vous avais pas oublié Fawzi, donc on vient de parler de Paris avec Bernard, Fawzi Marseille, et des bénévoles qui se mobilisent dans la deuxième plus grande ville de France à Marseille. Il y a le côté un peu marseillais aussi, ils exagèrent, mais néanmoins, chaque année, au moment de la semaine pour emploi et tout au long de l'année, une mobilisation avec Fawzi, Philippe, Wilfried, Farouk, ils se mobilisent pendant la semaine pour emploi, notamment cette année qui aura lieu dans les murs du Conseil général des Bouches-du-Rhône, conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Ils ont gagné en crédibilité, en vigueur, puisque cette année, ils auront le grand hémicycle, assez impressionnant pour mettre en œuvre cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Christian, qui a donc reçu le trophée sur Toulouse, et Philippe, il ne parle pas beaucoup, il est un peu ténébreux, mais d'une redoutable efficacité sur la coordination entre les comités, la sensibilisation via les handi-mallettes, en tout cas un homme qui parle peu mais terriblement efficace. Merci Philippe. Et enfin, donc Christian qui a eu la coupe, et dire bravo à Pauline qui, pour sa réunion nationale, s'est très bien démenée et qui mériterait, en tout cas je crois qu'hier vous avez parlé d'encouragement, d'applaudissements, et donc je vous invite. Merci Demi. J'ai pris au pied de la lettre la consigne de M. Blanchet. Il nous reste 14 minutes à passer ensemble. La journée est terminée, mais ce qu'on vous propose, c'est une dernière petite pause musicale pour ceux qui veulent danser, ceux qui veulent partir en musique, avec l'idée qu'effectivement, nous sommes là à l'ADAP pour partager tout le bonheur du monde par rapport à ce que nous faisons au quotidien auprès des personnes accompagnées ou parrainées. Donc, un grand merci à vous. C'est pas. Pourtant, 20 millions de clients s'en sont déjà servis. Ce R, ce sont des références par millions. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Suffire dans cette liberté à venir.
de là, tu descends.